Mesdames et messieurs, bonsoir. Et pour cette rencontre organisée à l'occasion de la nouvelle édition de l'ouvrage d'Ivan Jablonka, Histoire des grands-parents que je n'ai pas eus, qui a été publié initialement en 2012 aux éditions du Seuil. Depuis, ce livre a été traduit en 8 langues et a obtenu le prix Guizot de l'Académie française, le prix du Sénat du livre d'histoire et le prix Augustin Thierry. Alors, ce livre est le résultat d'une enquête, Ivan Jablonka, que vous avez menée sur vos grands-parents paternels, Matthijs et Idessa Jablonka, qui étaient des juifs polonais qui ont immigré en France et qui vont être déportés de Drancy par le convoi 49, il y a pratiquement 80 ans jour pour jour, car ce convoi est parti de Drancy le 27 février 1943, à destination d'Auschwitz-Birkenau, où ils seront tous les deux assassinés. C'est un livre où vous nous faites voyager en Pologne, en Israël, aux États-Unis et également en Argentine, et où vous convoquez témoignages et archives pour tenter de restituer au plus près l'existence de Matthijs et Idessa, dont on ne savait quasiment rien avant que vous entamiez ce travail. Alors, dans la préface à la nouvelle édition, vous écrivez que le lecteur tient entre ses mains non pas un livre sur l'histoire de vos grands-parents, mais un livre d'histoire sur vos grands-parents. Alors la nuance est très très importante, car en retraçant le parcours de Matthijs et Idessa, vous contribuez à enrichir bien évidemment l'histoire du judaïsme européen et l'histoire de la Shoah, mais également des histoires nationales comme celle de la Pologne et de la France, et enfin une histoire de l'Europe et des totalitarismes de la première moitié du XXe siècle. Il s'agit donc d'un livre d'histoire, mais qui sort néanmoins du cadre traditionnel, ordinaire des livres d'histoire, car votre matière première est une histoire familiale, et vous créez également un dialogue fécond avec le lecteur, en partageant avec lui votre cheminement heuristique et intellectuel, vos doutes, les avancées, les impasses et les rebonds de l'enquête. Alors cette démarche, ce geste d'écriture et de pensée, qui est à la fois historique et littéraire, a été théorisé par Dominique Villard, qui est spécialiste de littérature française contemporaine. Valérie Lehoux vous présentera plus avant, après. Vous avez donc théorisé ce type de livre sur les termes de récit de filiation ou encore littérature de terrain. Et ce livre appartient également à la littérature des petits-enfants de la Shoah, qui a été le terrain d'enquête du livre passionnant d'Aurélie Barjonnet, L'ère des non-témoins, littérature des petits-enfants de la Shoah, et Histoire des grands-parents que je n'ai pas eus est l'un des 22 titres que vous analysez dans cet ouvrage, qui pose une question fondamentale et actuelle qui traverse souvent les discussions et les débats au sein de cet auditorium, qui est la question de l'appropriation de l'héritage de la Shoah à l'heure où les derniers témoins disparaissent. Donc nous sommes très content de vous accueillir tous les deux, parce que Ivan Jablonka est donc historien et vous êtes spécialiste de littérature. Donc on espère que ça va créer un dialogue très très riche entre deux disciplines amies et sœurs. Et donc pour mener cette conversation, nous avons le plaisir d'accueillir Valérie Lehoux, qui est rédactrice en chef au journal Télérama et qui est en charge des rubriques livres, société et enfants. Donc Valérie, je vous cède la parole. À l'issue de la discussion entre nos invités, un échange est prévu avec la salle. Et puis, si vous le souhaitez, vous pourrez vous procurer la nouvelle édition du livre d'Ivan Jablonka et le faire signer par son auteur. À tout à l'heure. Merci beaucoup, merci Julie, merci à vous tous d'être venus dans cette journée de grève. Mais je vois que ça ne vous a pas dissuadé de venir et vous avez eu bien raison. Alors, Ivan Jablonka, peut-être avant de revenir avec nos deux experts sur l'analyse de votre travail, j'ai envie de dire peut-être à tout seigneur tout honneur ou à tout auteur tout honneur, votre livre
est réédité un petit peu plus de 10 ans après la première édition, réédité ici, Seuil, avec une très belle couverture. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, ce livre, en un peu plus de 10 ans? Est-ce que c'est un livre fondateur, d'une certaine façon, fondateur de votre notoriété grand public, hein, parce on peut quand même le dire, je pense, fondateur de votre démarche si singulière à laquelle vous tenez, on va avoir largement le temps d'y revenir, qui mêle les sciences humaines, en l'occurrence principalement l'histoire et la littérature, et peut-être aussi, vous allez nous le dire, refondateur intimement de votre positionnement, peut-être au sein de votre famille, puisque vous êtes parti à la recherche de ces racines que vous connaissiez, vous les aviez. Hein. Histoire des grands-parents que je n'ai pas eue. En fait, c'est plutôt Histoire des grands-parents que je n'ai pas connue, et dont vous avez restitué la vie et à qui vous avez redonné finalement une humanité. Bonsoir, je voudrais dire d'abord que je suis très heureux, fier aussi de m'exprimer devant vous ce soir. Je vous remercie d'être venu et d'être parmi nous, d'avoir bravé le froid, la nuit, la grève pour assister à cette rencontre. Je voudrais remercier le Mémorial et Julie Mec qui nous accueille, Valérie à ma droite pour ses questions, sa lecture, sa générosité. Et je voudrais aussi remercier mes collègues et amis, Aurélie, Dominique, pour leur lecture et puis aussi plus généralement pour les notions qu'ils ont forgées et qu'ils ont apportées aux études littéraires, mais aussi, je crois, aux sciences sociales. Voilà, Aurélie, il a été dit qu'elle a travaillé sur la 3e génération et puis qu'elle a proposé cette notion de non-témoin. Dominique, lui, a proposé le concept de récit de filiation, littérature de terrain. Voilà, je leur en sais gré et je voudrais le leur dire avec amitié. Ce livre dont on fête les 10-11 ans est un livre important pour moi pour des raisons familiales, sentimentales qui paraîtront évidentes à tout le monde. Mais le plus important, paradoxalement, n'est pas là. Le plus important pour moi, c'est que je dirais que grâce à ce livre, je me suis trouvé du point de vue de la méthode et aussi du point de vue littéraire. Alors dire que je me suis trouvé, là encore, c'est paradoxal, parce que ceux que j'ai trouvés véritablement, ce sont mes grands-parents, ces grands-parents que je n'ai pas connus, mais que je n'ai pas eu non plus d'un point de vue affectif. C'est eux, bien sûr, que j'ai trouvés. Mais grâce à eux, je me suis aussi trouvé parce que avant, dans les années 2000, j'hésitais de manière un peu douloureuse entre l'histoire et la littérature, pour simplifier, puisque au début des années 2000, j'étais à la fois un historien académique, je commençais ma carrière, et par ailleurs un aspirant écrivain. Et en 2004, quasiment à quelques mois d'intervalle, j'ai publié un roman sous pseudonyme et soutenu ma thèse de doctorat en histoire à la Sorbonne. Voilà. Donc on peut dire que le jour j'étais historien, la nuit j'étais romancier, et le fait que j'ai choisi un pseudonyme pour publier ce roman indique mon malaise. Je pense que j'étais tiraillé, sans doute un peu malheureux, parce que j'arrivais pas à trouver ma voie et cette méthode me paraissait complètement incompatible avec mes ambitions littéraires. Et puis, je me suis lancé dans ce travail qui est devenu Histoire des grands-parents que je n'ai pas eu. À la vérité, ça devait être d'abord une biographie de mon père. Je voulais écrire quelque chose sur mon père et donc j'ai fait des entretiens avec mon père. Et puis, évidemment, une des premières questions, c'était qui ont été tes parents ? Et puis, rapidement, je me suis aperçu que mon père ne savait presque rien sur ses propres parents. Je me suis pris au jeu, j'ai essayé d'en savoir davantage sur ses parents, mes grands-parents. Yvan, pardon, il avait quel âge, votre papa, quand il s'est retrouvé orphelin ? 2 ans et demi à peu près, entre 2 ans et demi et 3 ans. Et donc, je lui ai posé des questions, je me suis pris au jeu en quelque sorte. Et puis, ce premier chapitre que devait être cette introduction sur ses parents dans la biographie de mon père, ce chapitre a grossi, il est devenu ce livre, et la biographie de mon père n'existe toujours pas. En tout cas, quand j'ai commencé à travailler sur ses grands-parents, j'ai mené une enquête
Et cette enquête, à travers toute une historiographie, à travers plusieurs pays, à travers plusieurs langues, cette enquête est devenue à la fois historique et littéraire. Je veux dire par là que quand j'ai commencé à écrire ce livre, il m'a paru évident que je devrais aussi raconter cette enquête. Donc ce livre a été immédiatement un livre sur l'histoire de mes grands-parents et un livre sur l'enquête grâce à laquelle j'ai pu raconter l'histoire de mes grands-parents. Et d'une certaine manière, il devenait automatiquement littéraire puisque je racontais des voyages, des rencontres, l'enquête, je disais « je », et ce qui m'apparaissait comme une souffrance ou en tout cas une indétermination méthodologique est devenu en fait une solution, puisque grâce à ce livre, j'ai pu mêler un travail d'histoire et aussi de sociologie et un travail littéraire. Et c'est pour ça que je disais que je me suis trouvé, puisqu'à partir de là, je n'ai plus jamais cessé de faire ce genre de livre. Et en ce sens, ce livre a été pour moi un tournant. C'est quelque chose qui s'est imposé à vous, finalement, ce n'était pas prémédité? C'était pas prémédité, et surtout, ça s'est imposé à moi, non pas par volonté de faire des belles phrases, mais par méthode. C'est-à-dire que pour des raisons de méthode, pour des raisons tout à fait scientifiques, cognitives, il m'a paru fondamental d'expliquer à mes lectrices, à mes lecteurs, pourquoi j'avais pu dire ce que je disais. C'est-à-dire que le fait que quand je dis que mon grand-père a été condamné à 5 ans de prison dans la Pologne des années 20, je ne le sors pas de mon chapeau. Je le sors d'archives et d'un certain nombre de raisonnements. Et il me paraissait fondamental d'expliquer à mon lecteur, à mon lectorat, pourquoi je disais ceci plutôt que cela. Et donc, pour des raisons de méthode, il était fondamental que je raconte l'enquête et donc que je dise « je », que j'emploie ce que j'ai appelé plus tard le jeu de méthode, que j'utilise un certain nombre de procédés littéraires, le va-et-vient entre présent et passé, un certain rythme, une certaine atmosphère, et le travail littéraire était là, mais pour des raisons scientifiques et cognitives. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit de moi que je suis un écrivain, certes, mais à mes yeux, je n'ai jamais cessé d'être un chercheur en sciences sociales. Alors, on a la chance d'avoir à cette table avec nous une référence en matière d'expertise littéraire. Dominique Viard, essayiste, critique littéraire, professeur de littérature française à Paris-Nanterre, membre de l'Institut universitaire de France. J'ai trouvé une citation de vous qui définit le geste littéraire, en partie en tout cas. Vous dites « Un narrateur qui s'assume comme sujet, une écriture à la première personne, la mise en scène de l'enquête ». Donc, aucun doute, le livre d'Yvan Jablonka, c'est bien un livre, certes d'histoire, mais c'est aussi un geste littéraire, une œuvre littéraire. Absolument. Et ce qui m'a frappé en lisant le livre d'Yvan Jablonka à sa parution, c'est qu'il s'inscrivait très nettement dans cette forme littéraire que j'avais déjà étudiée quelques années auparavant, qui est apparue en fait au début des années 80, avec des textes que j'imagine dans la salle, nombre de personnes connaissent. C'est La Place d'Annie Ernaux. Comment est-ce qu'on pourrait éviter Annie Ernaux depuis quelques temps, ou bien Vie minuscule de Pierre Michon, qui était paru juste l'année suivante, et qui consistait à chaque fois en une sorte d'enquête quasiment archéologique sur les figures familiales, paternelles, maternelles. Une femme d'Annie Ernaux, c'est la mère, avoir été le père dans Une Place. Et cette forme littéraire qui apparaît au tout début des années 80 s'est considérablement déployée depuis. Tous les ans, chaque rentrée littéraire, que ce soit celle de septembre ou celle de janvier, on en voit paraître encore, avec des formes qui sont toujours très très semblables, même si bien évidemment au cours en 40 années, ça a évolué bien sûr. Et c'est une forme qui s'est étendue aussi au-delà de la littérature. Et Yvan Jablonka en est un très bon exemple. Juste en même temps que lui, à peu près, Stéphane Audouin-Rousseau a publié aussi un livre sur sa propre famille, qui s'appelle « Quelle histoire ?» et qui sous-titre « Un récit de filiation », comme pour reconnaître effectivement l'inscription de son ouvrage dans cette forme nouvelle. Et c'est une forme qui est très intéressante parce qu'elle est historiquement déterminée, je dirais. D'abord du point de vue littéraire, mais ça sont des choses qui concernent peut-être plus les spécialistes de littérature. Elle apparaît au moment où s'épuise un peu le formalisme qui avait dominé en littérature et où la littérature se ressaisit de questions qui lui sont extérieures. Elle se met à reparler de l'homme dans le monde, du réel et de l'histoire, qui avait été un peu marginalisée ou proscrite dans les œuvres littéraires les plus
connues, celle du nouveau roman par exemple dans les années 50 à 70. Mais c'est aussi une forme qui fait apparaître le défaut de transmission qui a marqué la fin du XXe siècle. Ce qui est très intéressant, c'est que dans les exemples que je donne, c'est plutôt des œuvres littéraires qui sont produites par des gens qui sont, comme on le dit aujourd'hui, des transfuges de classe. Michon, Ernaud sont nés dans des familles très modestes, très peu cultivées, ou du moins avec d'autres formes de culture que les nôtres. Et puis eux sont entrés dans ces milieux littéraires et ont vécu cette césure souvent avec une certaine difficulté. Le fait d'écrire sur leurs parents permet aussi de réconcilier ces gens avec leur origine. Mais la transmission ne s'est pas faite pour toutes sortes de raisons. Alors il y a des raisons historiques, et l'exemple de la Shoah est un exemple majeur, parce que les parents ont été sacrifiés, ont été exterminés, et donc les enfants n'ont pas connu, les petits-enfants n'ont pas connu leur famille. Mais il y a d'autres raisons aussi, c'est que l'accélération du monde dans ses technologies, dans sa modernité, a périmé la figure un peu ancestrale du patriarche, qui transmettait aux générations suivantes son savoir et qui continuait à faire référence. On voit bien aujourd'hui que ce sont plutôt les enfants et les petits-enfants qui apprennent aux grands-parents à se servir de l'ordinateur et de toutes les applications qui apparaissent sur les téléphones. Donc il y a un déficit très très net dans la transmission qui s'est opéré dans cette deuxième moitié du XXe siècle. Et c'est pour réagir à ce déficit dans la transmission que des écrivains se sont interrogés sur ce que leurs parents, leurs grands-parents avaient pu vivre. À quoi s'ajoute un autre phénomène? C'est une sorte de discrédit de l'autobiographie, qui est la forme d'écriture de soi la plus traditionnelle depuis Rousseau ou même depuis Saint-Augustin, en ce sens que à la fin du XIXe siècle apparaît la psychanalyse qui nous apprend que nos actes sont régis par un inconscient auquel nous n'avons pas accès. Et que du coup, le fait d'avoir une lucidité sur sa propre vie est sans doute un peu illusoire. Or, comment est-ce qu'on peut parler de soi? La psychanalyse nous le dit aussi, c'est au premier temps de la petite enfance que notre personnalité s'est constituée, qu'elle s'est formée, et que donc parler de soi, ça suppose aussi interroger son propre héritage, savoir d'où on vient. Alors les choses sont encore plus cruelles, évidemment, quand cet héritage a été brisé, empêché. D'où le fait qu'un certain nombre d'écrivains, mais aussi d'historiens, mais aussi de sociologues, on peut penser par exemple à la fille de Robert Linhart, se sont intéressés à leurs ascendances, à leurs familles, ont essayé d'en reconstituer le trajet, d'en connaître peut-être les désirs, les ambitions, les échecs, en fait tout ce dont on hérite parfois de manière plus ou moins consciente et qu'il s'agit de rendre évident, peut-être en le mettant justement sur le papier, pour pouvoir en hériter véritablement au-delà de cette absence de transmission. Yvan Jablonka, vous sentez, vous vous reconnaissez en quelque sorte comme une sorte de fruit de toute cette évolution-là En effet, il y a eu un problème de transmission, vous le disiez tout à l'heure. En effet, vous évoquez aussi le petit garçon que vous étiez et qui s'interrogeait sur ses grands-parents et qui avait envie de parler à ses grands-parents qu'il n'avait pas eu. Oui, bien sûr, je me reconnais complètement dans ce que dit Dominique. À cela, je pourrais ajouter aussi la dette littéraire, intellectuelle que j'ai vis-à-vis de Annie Ernaux, Georges Perec aussi, enfin bon, les grands aînés qui, chacun à sa manière, ont inventé ces récits de filiation. Alors ce que je trouve frappant, c'est que on est plusieurs à arriver à ce genre de récits de filiation, alors que les itinéraires ne sont pas les mêmes et les formations intellectuelles non plus. Moi, je ne me sens pas du tout littéraire. Enfin bon, il se trouve que finalement, j'accepte d'être considéré comme un écrivain, mais je ne viens pas du tout de ce monde-là. Je viens intégralement des sciences sociales. Je suis historien, c'est mon métier et c'est ma sociabilité professionnelle. Ce qui fait que on n'a pas la même lecture, Dominique, Aurélie et moi, de ces livres, et je crois que c'est tant mieux, parce que précisément ces livres sont d'une grande richesse, d'une grande complexité, ils sont polysémiques. Et ensuite, la manière dont moi j'ai hérité de cette absence de transmission et de ces récits de filiation que Dominique évoque, c'est avec un certain nombre une espèce de reconceptualisation qu'il n'y a pas nécessairement dans les livres que j'ai lus et admirés.
Pérec écrivait, inventait, mais je ne crois pas qu'il conceptualisait beaucoup ce qu'il faisait. Daniel Mendelssohn, qui est aussi une de mes grandes influences, quand il a peu, je crois, de réflexivité sur son travail. Et c'est pas une critique, c'est simplement qu'il vient plutôt du journalisme, certains viennent de l'écriture. Moi, il se trouve que je suis formé à expliquer toujours la méthode qui est la mienne, et c'est pour ça que je parle de manière peut-être parfois un petit peu docte, et en tout cas moins littéraire que les romanciers ou écrivains qui m'ont précédé. Je vais me permettre de faire un petit bémol à ton propos, Yvan, parce que justement, les écrivains qui publient des récits de filiation ont une démarche éminemment réflexive. Pensez à Annie Ernaux qui s'interroge sur le fait qu'elle décide de ne pas écrire un roman sur son père, qui s'interroge sur le fait qu'elle choisit la langue plate, comme elle la nomme, qui est la langue qu'elle utilisait dans les relations avec ses parents pour, d'une certaine manière, ne pas les trahir dans la forme qu'elle plante, qui s'appuie aussi, alors beaucoup moins sur les historiens, mais sur les sociologues, sur toute la pensée de Bourdieu, et qui le dit explicitement dans ses livres. Elle dit elle-même qu'elle construit une auto-sociobiographie, et elle est très très informée de cette pensée. Donc, à l'intérieur même du livre, et c'est aussi un des traits à la fois des livres de filiation et des littératures de terrain, que les écrivains réfléchissent à leur méthode, exposent leur méthode, parfois même montrent les impasses de leur méthode et en changent ou l'adaptent en fonction de leurs recherches. Et il y a là une dimension réflexive très nouvelle en littérature contemporaine, qui n'est plus la dimension réflexive où on s'interroge simplement sur les manipulations formelles que l'on peut appliquer, comme l'ont fait les poètes ou les romanciers des années 50 à 70 que j'évoquais tout à l'heure, mais qui s'interroge sur la pertinence du geste et de la méthode qu'on emploie pour faire advenir le texte vers lequel on tend. Et ça, c'est quelque chose qui est en partage avec les sciences sociales. Et ce qui me semble très frappant, c'est que le livre d'Yvan apparaît à la convergence, en gros, de trois grands systèmes d'intellection du monde. Deux systèmes qui viennent de l'histoire, qui est d'une part l'égo-histoire, qui a été développé autour de Pierre Nora, et où, pour la première fois, les historiens acceptent de choisir comme sujet leur propre famille, leur propre itinéraire expérimental, leur propre existence, alors qu'il était plutôt bienvenu dans les recherches académiques de prendre un objet qui soit éloigné de soi-même pour maintenir la distance critique. Deuxième phénomène qui est mis à l'œuvre à la fois dans la récit de filiation, dans le livre d'Yvan Jablonka, c'est l'historiographie qui s'est développée en Italie sous le nom de microstoria, micro-histoire, autour de gens comme Carlo Ginzburg ou Eduardo Grendi, qui a été ensuite adapté en France, je pense à Alain Corbin par exemple, et qui consiste à faire l'histoire de gens anonymes, donc de revenir à un travail de nature biographique, reconstituer une vie, ce que l'histoire des annales avait abandonné en traitant plutôt de choses qui relevaient des statistiques, de l'économie, etc. Là, on revient à des vies, mais ce ne sont plus les vies des grandes figures régnantes, des chefs militaires ou quoi que ce soit, enfin des gens pour lesquels on possède toutes sortes d'archives. Ce sont des écritures consacrées à des anonymes. Alain Corbin, que j'évoquais tout à l'heure, écrit à propos d'un sabotier. Et Yvan Jablonka écrit à propos, il le redit dans cette nouvelle préface, de deux petits juifs, c'est-à-dire des gens pour lesquels il n'y a quasiment pas de traces, justement. Et le travail de la micro-histoire, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, c'est parlé Aurélie, invente des méthodes pour ça, et qui sont aussi les méthodes qu'on retrouve dans les récits de filiation. Et le troisième élément qui converge avec les deux autres dans ce livre, c'est justement les formes que les écrivains inventent et dont s'emparent des gens venus des sciences sociales, comme Yvan, pour mettre cela en œuvre, parce qu'il s'agit bien de faire œuvre en même temps. Et on voit comment les formes produites par les écrivains coagulent, je dirais, avec ces méthodologies qui nous viennent, elles, des sciences sociales, et pour produire cette forme littéraire qui était jusque-là inédite. Et à travers cette micro-histoire, l'histoire de ces deux petits juifs, comme vous dites, on en apprend et on comprend évidemment beaucoup plus. D'ailleurs, Yvan, vous dites qu'il ne s'agissait pas pour vous de les faire revivre, mais de faire comprendre. Oui, c'est là où on rejoint justement votre dimension d'historien à laquelle vous tenez tant et
et que vous vous appliquez à expliquer au sein même de votre livre. C'est-à-dire que ce livre, finalement, vous l'avez écrit pour qui, j'ai envie de vous demander? Est-ce que vous l'avez écrit pour vous? Est-ce que vous l'avez écrit pour informer, toujours dans cette démarche d'historien pour le public? Est-ce que vous l'avez écrit dans le but de restituer un peu de cette humanité, justement, de cette incarnation qui avait été volée à vos grands-parents par l'histoire? Je crois que ce livre et ce qui m'a animé en l'écrivant relie au moins 4 générations, leur génération, parce que ce livre évidemment est un tombeau de papier, la génération de mon père et de ma tante, parce que j'ai écrit évidemment ce livre aussi pour eux, pour qu'ils comprennent qui avaient été leurs parents. Ce livre, je l'ai écrit pour moi, comme une sorte d'autopsychanalyse impossible. Et enfin, je l'ai écrit pour la génération de nos enfants, de mes enfants, puisque j'ai 3 filles. Et d'ailleurs, c'est à peu près concomitant, puisque je suis devenu père au moment où j'ai écrit cette enquête. Et plus généralement, j'ai aussi voulu écrire ce livre pour la grande famille, pour vous, parce qu'on fait partie de la grande famille au-delà du judaïsme et de la culture juive, mais bien sûr de ceux qui ont perdu un proche et qui sont à jamais mutilés de cette perte. Si d'un point de vue de méthodologique et littéraire, il y a 2 choses qui ont compté pour moi en écrivant ce livre. C'est d'abord ne plus se poser la question du genre, c'est-à-dire j'ai cessé de me demander ce que je faisais. Je ne veux plus savoir si je suis historien, sociologue, écrivain. Ce livre ressorti à plusieurs définitions. C'est un travail d'histoire, c'est un livre d'histoire à l'évidence. C'est aussi une étude de sociologie sur l'orbe de leur destinée. C'est une biographie, une autobiographie sans doute. C'est aussi une oraison funèbre à la manière de Bossuet. Et c'est aussi un travail littéraire. Donc la question du genre, d'une certaine manière, est dépassée par cette hybridité volontaire. Et puis, enfin, j'ai voulu avant tout sanctifier la vie et raconter leur vie plutôt que leur mort. C'est pour ça qu'il est très important de rappeler que c'est une biographie, avec le radical grec bios, la vie. Et en ce sens, ce livre sur mes grands-parents a été la matrice de tous les autres livres que j'ai écrits par la suite. Par exemple, le livre sur mes grands-parents est identique conceptuellement au livre que j'ai écrit par la suite sur Laetitia. Même si ce n'est pas le même drame, le même assassinat, le même contexte, le même siècle, c'est dans tous les cas la volonté d'arracher une victime au crime qu'il a fait disparaître. Donc mes 2 grands-parents et Laetitia ont disparu dans une mort trop grande pour eux, en quelque sorte, et j'ai voulu les tirer de cette violence trop large, trop déshumanisante dans laquelle ils ont disparu, pour tout simplement raconter la vie des vivants qu'ils furent. Ce n'était plus que des morts, finalement. Laetitia, donc Laetitia Perret, hein, c'était cette jeune femme qui a été assassinée de façon, enfin, après une vie, une trajectoire absolument atroce. Elle avait 18 ou 19 ans, je crois. Dans ce que vous venez de dire, c'est drôle. Autant Dominique Viard que vous, Yvan, à l'instant, il y a des mots, tombeau de papier, autobiographie, génération. Alors évidemment, tombeau de papier et autobiographie, ça me fait immédiatement penser à Annette Vievorka, qui a sorti il y a quelques mois son tombeau autobiographie de ma famille, je crois que c'est le titre exact, hein, Annette Vievorka, que le mémorial connaît bien. Et bien sûr, Annette Vievorka, autrice de l'ère des témoins, et vous, Aurélie Bargennet, vous avez donc publié il y a quelques années, en 2022, voilà, l'année dernière, l'ère des non-témoins, évidemment comme un clin d'œil, le titre à celui d'Annette Vievorka. L'ère des non-témoins, littérature des petits-enfants de la Shoah. Aurélie, vous enseignez, vous, la littérature comparée à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Vous vous êtes donc particulièrement intéressée à ces petits-enfants qui ont écrit, ces petits-enfants de la Shoah, qui ont écrit sur l'histoire de leurs grands-parents. Autant dire que vous avez lu sous toutes les coutures le livre d'Ivan Jablonka, que vous l'avez analysé, que vous établissez en fait qu'il y a quand même un corpus assez important, hein, de ces petits-enfants de la Shoah, à tel point que vous arrivez à faire une typologie des différents types d'auteurs. Il y a les héritiers, il y a les descendants notamment. Yvan, clairement pour vous, est un descendant. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique d'un point de vue de son approche littéraire ?
Oui, merci Valérie. C'est vrai que je distingue entre la troisième génération, les petits-enfants de la Shoah, entre guillemets bien sûr, parce qu'un génocide ne peut pas produire un enfantement. Hein. C'est pratiquement oxymorique de parler de petits-enfants de la Shoah, je m'en rends bien compte. Yvan, lui, a écrit un livre qui s'appelait L'enfant Shoah aussi, un livre universitaire, qui portait sur comment on pouvait être affecté par la Shoah à travers les générations. Donc moi, je suis très bien placée ce soir, parce que j'ai beaucoup travaillé avec les travaux de Dominique Viard, et j'ai travaillé sur le livre d'Ivan Jablonka. Donc je distingue pour ma part entre les écrivains qui sont des descendants de victimes de la Shoah, essentiellement, et puis ceux qui se sentent héritiers de cette mémoire. Vous allez tout de suite comprendre, pour moi, la troisième génération émerge en 2006 avec Les Bienveillants de Jonathan Little, qui n'est pas immédiatement perçu comme un livre de troisième génération, mais qui est un livre de troisième génération. Le deuxième livre qui paraît un an après, c'est Les Disparus de Daniel Mendelsohn, qui est véritablement un livre de descendants. Donc mon corpus s'ouvre sur ces deux livres qui sont américains ou franco-américains pour Little. Alors quand je découvre, tout ça est très progressif, je découvre en même temps que cette littérature se produit, ce corpus. Et très rapidement, je tombe sur l'article majeur d'Ivan Jablonka sur Les Disparus, justement, en 2007 déjà. Et puis en 2012, je découvre que Yvan a écrit cette histoire des grands-parents que je n'ai pas eus. Et donc je pense tout de suite aux Disparus. Et je vois tout ce qui les relie, mais je vois aussi tout ce qui les... pas qui les sépare, mais qui les différencie. Hein, Yvan a vraiment trouvé son chemin. Je ne pense pas que Les Disparus était un modèle, c'est juste un livre majeur qui a été très lu en France, que beaucoup de gens connaissent. Et Yvan a une singularité par rapport aux Disparus, aussi au sein de mon corpus, et il a aussi des choses en commun avec d'autres écrivains de mon corpus. Au nombre de ces singularités, vous l'aurez compris, il y a sa nature d'historien, qui est plus qu'un travail, je crois. Donc sa nature d'historien. Le fait aussi par rapport à Mendelssohn, que Mendelssohn parle beaucoup de son enquête, et pas secondairement de sa famille, mais on suit l'enquête. Yvan, lui, fait le choix de mettre plus ses grands-parents sur le devant de la scène. On suit surtout le parcours de Mathès et Idessa. Donc ça rend quand même les choses très différentes. Ce qui est très fort dans les deux cas, et ils ne sont pas nombreux en France à avoir fait la même chose, c'est qu'on a véritablement un récit d'enquête très fort avec Yvan. Moi, les textes où il y a le parcours des ascendants, c'est des grands-parents, mais pas uniquement des grands-parents, et un tout petit peu de récit d'enquête m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est quand il y a une forme d'équilibre entre le parcours retracé et puis le récit d'enquête. Et c'est le cas dans Histoire des grands-parents, que je n'ai pas eu. Et puis ce qui fait sa singularité aussi, mais il n'est pas le seul, mais c'est celui qui en parle le plus, je trouve, c'est le fait qu'il soit de ce que j'appelle la génération 2,5. Je ne me permettrai pas de qualifier les gens par un numéro, ça ne se fait pas. Seulement, Suzanne Suleiman, professeure à Harvard, elle-même enfant caché, professeure de littérature comparée, se définit comme de la génération 1,5, c'est-à-dire en tant qu'enfant caché, elle n'a pas de souvenirs, elle est d'après la guerre, mais elle était enfant caché, elle a connu la guerre, donc elle fait à la fois partie, elle fait partie de la Seconde Guerre mondiale et elle vient d'après, c'est pour ça qu'elle dit 1,5. Et Yvan l'a déjà dit aussi ce soir, il est autant marqué par l'absence de ses grands-parents que par le fait d'avoir grandi aux côtés d'un père orphelin de la Shoah. Et on a bien senti que pour lui, le fait d'être un descendant d'un orphelin de la Shoah est presque plus important. Il y a une grosse réflexion très approfondie dans le livre d'Yvan, justement, sur cette dimension, sur le fait qu'il appartient à cette génération. Il n'est pas le seul, ils sont 5 dans mon corpus sur 22. Et puis, ça, c'est ce qui le singularise. Et après, c'est vrai qu'il est très présent dans mon livre, dans l'ère des non-témoins, de par son autoréflexivité, c'est le seul historien
Ce n'est pas le seul scientifique, mais c'est le seul historien. Donc c'est vrai qu'il est présent un petit peu dans tous les chapitres, parce qu'il se positionne par rapport à la fiction. Il est contre la fiction. D'autres ont fait le choix d'embrasser davantage la fiction sous forme d'autofiction ou de pure fiction. Et puis, comme les autres, il s'intéresse beaucoup à la vie avant la Shoah. La mort, bon, on la connaît, hein, enfin on la connaît, on a des archives, mais la vie avant, c'est très difficile à retrouver. On peut s'interroger peut-être sur cet intérêt pour la vie avant. Et puis, il s'intéresse aussi, il nous parle aussi beaucoup dans ce livre de ce sentiment d'échec, de quelque chose qui m'a profondément marqué chez Mendelssohn et chez lui, à savoir, c'est aussi très présent chez Marianne Rubinstein. J'ai appris beaucoup de choses. Je me suis beaucoup rapprochée de ses grands-parents. Je les ai d'une certaine manière incarnés, mais je ne m'en sens pas profondément plus proche. C'est-à-dire, j'ai aussi appris tout ce qui nous sépare. Et ça fait beaucoup. Et ça, c'est très émouvant dans le livre d'Ivan. Il termine là-dessus. J'ai réussi mon enquête, mais je me sens particulièrement éloignée d'eux, paradoxalement. Et c'est aussi ce que disent d'autres écrivains. Il y a quelque chose de terriblement émouvant aussi, c'est que vous dites, là je n'ai pas votre citation exacte, donc pardon, parce que je vais forcément la restituer de façon pas littérale, mais vous dites, cette enquête ne m'a pas apaisée, je suis toujours ce petit garçon inquiet, et la mort coule dans mes veines. Que j'ai fait cette enquête qui techniquement a été la plus difficile de toute ma carrière. Elle a été difficile pour des raisons essentiellement techniques, parce qu'il y avait plusieurs langues, plusieurs pays, plusieurs frontières, plusieurs équipes qui m'ont aidé à travailler. Et après ces 5-6 ans d'enquête, cet investissement, en effet, j'ai le sentiment plus de l'échec que de la réussite, mais je crois tout simplement que c'était perdu d'avance. D'abord, dans un génocide, il n'y a pas de happy end, ça se termine jamais bien, même pour les descendants. Et puis ensuite, c'est impossible de raconter, même en quelques centaines de pages, quelque chose d'aussi complexe, riche qu'une vie humaine. Et quand on regarde finalement ce que j'ai glané sur mes grands-parents, bon, on se dit que c'est pas mal, mais enfin, d'une certaine manière, c'est pas assez. C'est pas assez, mais en même temps, je pouvais pas faire davantage. Enfin, si, j'aurais pu... disons qu'il y avait j'avais le sentiment des rendements décroissants. C'est-à-dire que j'aurais pu encore travailler 5 ans, 10 ans, mais ensuite, des efforts énormes accouchaient d'une souris et me donnaient des résultats qui étaient quand même extrêmement modestes. Mais de toute façon, je crois que c'est le sort de toute enquête et de tout travail historien quand il est honnête. Il y a des lacunes, il y a des erreurs, il y a des échecs, et ça fait partie, au-delà de l'humaine condition, ça fait partie tout simplement d'une enquête en histoire, parce qu'on ne peut pas tout deviner, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout comprendre. Et je voudrais aussi expliquer pourquoi j'ai demandé à mon éditeur de faire cette nouvelle édition. Cette nouvelle édition répond vraiment à une nécessité de méthode, là encore, sur laquelle je voudrais m'étendre quelques minutes. Quand on regarde ce livre, il est très différent du premier. D'abord, la couverture n'est pas la même, et c'était important pour moi d'avoir une nouvelle couverture et qu'on écrive, que ce soit une couverture qui donne toute sa puissance, toute sa beauté à Chagall. C'est un tableau que j'ai toujours beaucoup aimé, et je suis très heureux que le Seuil ait été autorisé à le reproduire sur cette nouvelle édition. Ensuite, il y a une préface, c'est la préface des 10 ans, ça fait 10 ans que ce livre est sorti, et je voulais une préface qui dresse un petit peu le bilan de cette décennie écoulée à travers les traductions, les réflexions que j'ai pu avoir en 10 ans. Mais le plus important est que le texte est un petit peu différent. Le texte est différent parce que tout simplement, j'ai corrigé des erreurs. Et je voudrais en venir à ces erreurs parce que ça va dans le sens de la remarque que tu m'as faite. Échec, il y a eu, et aussi parce qu'il y a eu des erreurs. Voilà.
Et ces erreurs, j'ai éprouvé le besoin de les corriger. Alors ce sont des menues erreurs, mais après tout, quand on fait de l'histoire, on dit des choses vraies, donc quand il y a des erreurs, on les corrige. Alors c'est ma traductrice de l'édition polonaise qui m'a d'abord signalé quelques menues erreurs sur les prénoms, les distances et les dates. J'ai fait des petites erreurs. Par exemple, j'ai dit que Hitler visitait Varsovie le 6 octobre 1939. Bon, en fait, c'est le 5 octobre. Je me suis trompé de 24 heures. J'ai corrigé. Je me suis aussi trompé sur quelques petits kilométrages. J'ai fait des erreurs aussi un petit peu plus importantes, notamment sur les condamnations de mon grand-père. Mon grand-père a été condamné à plusieurs peines en 1932 et 1933 en Pologne. Comme c'était une équipe de traducteurs qui traduisaient et que les archives étaient particulièrement compliquées, j'ai fait des petites erreurs. J'ai dit qu'il est condamné à 3 mois de prison en 1933 et à 2 mois de prison en 1934. Bon, c'est l'inverse. Voilà, je me suis trompé. Pardon, à cause peut-être de ses activités militantes communistes. Bien sûr, en raison de ses activités militantes communistes. Et je me suis trompé parce que, d'abord, je ne parle pas polonais, ensuite c'est compliqué, les archives sont complexes, bon, bref. Et puis, j'ai aussi fait une erreur sur, à un moment, je dis que on retrouve des lettres on retrouve des lettres en 1945 près du crématorium de Birkenau, le crématorium 2. Je me suis planté, c'est le crématorium 3. Bon, voilà, je me suis trompé. Et c'était, là encore, c'est sans doute des erreurs minimes et vénielles. Mais vous comprenez à quel point c'est fondamental de dire des choses vraies et qu'on tende vers le 100% et qu'on ne se contente pas de l'à peu près pour des choses aussi importantes que la répression du communisme dans la Pologne des années 20, l'exil en France dans les années 30 et surtout la Shoah, parce que si on doit bien quelque chose aux disparus, c'est la vérité absolue sur ce qu'ils ont vécu. J'interviens, si tu me permets, parce que là, on entend l'exigence scientifique de l'historien, et ça me semble effectivement tout à fait décisif et important. Mais en même temps, il y a quelque chose qui me paraît aussi très important dans ce livre, comme dans la forme des récifiliations en général ou des enquêtes de terrain, c'est que ce sont des livres qui montrent l'enquête et qui, en montrant l'enquête, ne font pas l'impasse sur l'ignorance. Ce sont des livres qui procèdent du non-savoir et qui assument les espaces d'ignorance, d'incertitude, qui procèdent aussi par hypothèse, et lorsqu'elles font des hypothèses, elles les présentent comme des hypothèses, au lieu de faire comme si ça s'était passé ainsi. Et c'est là la différence justement avec les biographies traditionnelles, qui, elles, ne font pas l'état de leurs hypothèses ou de leurs ignorances, qui ont plutôt tendance à les combler et éventuellement par des suppositions qui ne sont pas présentées comme telles. Mais surtout, ça montre un rapport complètement différent au savoir, et je crois que là, c'est véritablement quelque chose de tout à fait essentiel. C'est que ce livre montre comment le savoir se constitue, puisque toute l'enquête nous est donnée, les fouilles dans les archives, les récits reçus, ce qu'on apprend, ce qu'on découvre, y compris, tu viens de le dire, ce qu'on corrige. Et donc, le savoir est élaboré dans le fil même de l'écriture ou de la lecture pour nous qui lisons le livre, au lieu d'être asséné de manière autoritaire et péremptoire, comme il le serait dans un traité historique de facture beaucoup plus traditionnelle. Il y a là une sorte de modestie de la recherche qui s'énonce comme telle et qui, en s'énonçant comme telle, associe son lecteur à sa procédure au lieu de le prendre comme un élève à qui on va essayer d'apprendre quelque chose du haut d'une autorité qui serait préconstituée. Et je pense que ce geste-là, il est extrêmement important parce qu'il nous permet de ne plus être les victimes parfois d'un savoir asséné mais peut-être approximatif ou incertain, mais de voir comment peu à peu ce savoir s'est élaboré, de participer à certains égards à son élaboration. Et Yvan va jusqu'à interpeller le lecteur. Je crois que c'est quand Idessa est obligé d'abandonner ses enfants, enfin de laisser ses enfants, finalement de sauver ses enfants en les laissant. Vous interpellez le lecteur en disant « Et toi, lecteur, qu'est-ce que tu aurais fait ?» Oui. Non, oui, j'ai été très marquée aussi par ce passage. Non, je voulais rebondir sur cette modestie qui est majeure chez Yvan, mais aussi bien faire le lien avec la question que m'avait posée tout à l'heure Valérie et reparler encore de la modestie. Il y a aussi quelque chose qui est peut-être difficile à comprendre
Yvan est un descendant, il est légitime à raconter l'histoire de sa famille. Mais en fait, non, c'est pas si simple, et c'est le cas de beaucoup d'autres écrivains de troisième génération. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un avant lui qui est beaucoup plus légitime, c'est son père. Et Yvan doit littéralement conquérir cet héritage, ce savoir, et c'est bouleversant aussi pour son père. Donc c'est aussi une histoire qui inclut la biographie de son père. Il a dit qu'il n'avait pas encore écrit la biographie de son père, mais en fait, tu en parles beaucoup dans ce livre, tu en parles beaucoup aussi dans d'autres livres. Tu lui laisses quand même la place principale, c'est ses parents. Ça aurait pu être tes grands-parents, ce sont tes grands-parents. Si tu les avais connus, tu aurais eu ce lien avec eux. Mais lui est plus proche encore de cette mémoire-là. Et là, Yvan a eu de la chance, quelque part, on peut dire, par rapport à d'autres écrivain de la génération 2,5 parce qu'il a pu partager cette enquête avec son père. Alors c'était pas simple, ils n'ont pas le même rapport à cette histoire, mais d'autres écrivains, Anne Goruben, Marianne Rubinstein, ont véritablement dû lutter plus fortement encore avec leur père. En tout cas, c'est ce qu'elles racontent dans leur livre, pour avoir le droit d'écrire sur cette histoire. Je suis sensible à ce... Quand vous dites que c'est de la modestie de ma part, bon, c'est gentil, mais je ne peux pas accepter le compliment. C'est exactement comme si vous disiez à un pompier bravo d'avoir éteint l'incendie, ou comme si vous disiez aux gendarmes qui ont retrouvé le corps de Laetitia félicitations d'avoir retrouvé le corps de Laetitia. Mais c'est le job. Enfin, ça fait complètement partie du travail, de mon travail, que de chercher les choses, de le faire collectivement, parce qu'il y a bien sûr toute une bibliographie derrière, il y a des centaines de chercheurs et chercheuses, ça fait complètement partie du travail. Mais la modestie, elle n'est pas dans l'enquête, elle est dans le fait d'exhiber l'enquête et de montrer parfois ses impasses et ses difficultés. L'enquête, que ce soit le job de l'écrivain, ça je veux bien l'entendre. La forme choisie pour exposer l'enquête est complètement différente de celle qu'on peut avoir dans d'autres traités ou essais d'historiens. Et donc c'est là qu'il y a quelque chose qui décale le processus et qui fait entendre ce savoir qui se constitue de manière radicalement différente. Sans doute, sans doute. En tout cas, ce qui est aussi important de voir, c'est que cette enquête est familiale et collective. En découvrant un certain nombre de dossiers, je me suis aperçu que ma tante, 10 ou 15 ans plus tôt, avait écrit à certains services d'archives pour demander des archives sur ses parents. Alors elle n'avait pas généralement eu une réponse positive, ou elle n'avait pas réussi à exploiter les archives parce qu'elle n'était pas historienne. Voilà. Enfin, en tout cas, elle était déjà passée par là. Mon père, évidemment, m'avait précédé, et aussi, bien sûr, des dizaines de collègues, historiens, historiennes, qui m'ont aidé par leur publication à procéder à la mienne. Alors si j'ai voulu aussi faire cette nouvelle édition, donc c'est pour corriger des menues erreurs, je vous ai dit, mais c'est aussi pour rendre hommage aux découvertes et à l'avancée historiographique qui a eu lieu depuis que mon livre a été publié pour la première fois en 2012. Alors, quand j'ai publié mon livre en 2012, j'avais l'espoir secret que se développent des études jablonquiennes. Jablonquiennes, non pas pour moi, mais pour mes grands-parents. Que d'une certaine manière, mon livre donne envie à d'autres chercheurs de travailler sur le destin singulier de mes grands-parents et bien sûr de toute leur génération et des 6 millions d'autres juifs qui ont perdu la vie. Et d'une certaine manière, c'est ce qui s'est passé, puisque il y a eu des découvertes très importante pour moi et sans doute moins importante pour le reste du monde, mais enfin c'est aussi comme ça que la connaissance sur les génocides et la Shoah en particulier augmente. Alors, de quelle découverte s'agit-il? Je voudrais vous en dire un mot aussi, parce que là encore, j'ai modifié le texte de cette nouvelle édition pour faire de la place à ces découvertes. D'abord, il y a eu un article très important de Johanna Lehr dans les Annales, il y a 2 ou 3 ans, qui montre que les Juifs qui étaient envoyés en prison au début du régime de Vichy en 1940-1941 n'étaient jamais libérés, mais aussitôt déportés. C'est le système des consignés provisoires, et elle démontre dans un article très important que quand on était juif et arrêté pour des petits délits en 1940, 41, 42, on ne ressortait jamais et on était envoyé à Drancy
et ensuite dans les centres d'extermination en Pologne occupée. Et ça a eu un certain écho dans mon enquête, parce qu'il y a un moment, j'ai cru qu'un des voisins de mes grands-parents avait été libéré après avoir été envoyé en prison, et Johanna Haller m'a écrit personnellement pour me dire « tu t'es trompé, par définition il n'est pas sorti ». Donc ça c'était une petite erreur que j'ai faite, et j'ai pu corriger cette erreur grâce à cette trouvaille de Johanna Haller. Il y a eu ensuite, j'ai eu aussi un coup de fil miraculeux de Karen Tayeb à qui je rends hommage, hein. On est dans sa maison, donc c'est vraiment... je voudrais vraiment qu'on prononçait son nom. Karen Tayeb m'a appelé un jour, hein, donc elle s'occupe des archives du mémorial, et elle m'a appelé un jour en disant « Tiens, viens, passe au mémorial, il y a une chose importante qu'on a trouvée ». Et on a trouvé, alors l'UGIF avait versé un certain nombre d'archives au mémorial de la Shoah, et l'UGIF avait reçu en 1943 des centaines de lettres envoyées par les déportés à Auschwitz et qui sont arrivées à Paris. Donc quand Karen Tayeb m'a dit ça, j'ai complètement halluciné, comme disent mes filles. D'ailleurs, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Des déportés à Auschwitz en 1943 écrivaient à leurs proches restés à Paris. Ça m'a paru complètement stupéfiant. Bon, puis en discutant un petit peu avec Karen Tayeb, qui a écrit un des livres de référence sur la question, j'ai compris que c'était pas, il s'écrivait pas des cartes postales, c'était ce qu'on appelait en allemand la Briefaktion, hein, l'action autour des lettres, et ça correspondait à faire croire aux familles que leurs proches étaient encore vivants, parce qu'on faisait écrire aux déportés à Birkenau des lettres qu'on gardait, et après leur mort, et parfois même leur gazage, on envoyait la lettre aux familles restées à Paris ou dans le reste de l'Europe pour faire croire que tout allait bien, ne vous inquiétez pas, alors qu'évidemment les proches étaient déjà morts. Donc il se trouve que dans ce volume important d'archives, il y a la mention de mon grand-père, donc Matthès Jablonka, mon grand-père, a écrit, probablement, sous la contrainte, à ses proches restés à Paris en octobre 1943, 6 mois après sa déportation. On n'a pas la preuve absolue qu'il était encore vivant en octobre 1943, puisqu'il a parfaitement pu écrire cette lettre, et après sa mort, la lettre a été envoyée. Mais enfin, quand même, c'était une découverte quand même très, très importante. Et la troisième découverte, c'est, là encore, elle est due à Karen Tayeb, une des lettres qu'on appelle un des manuscrits sous la cendre qui a été retrouvé dans la cendre ou dans la terre du crématoire 3 et non pas 2 de Birkenau. C'est un manuscrit fondamental qui a été retrouvé en 1945 et qui est un des très 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 rares documents et témoignages qu'on ait sur la vie quotidienne dans le Sonderkommando de Birkenau dans les années 43-44. Et c'est une lettre qui a été longtemps attribuée à un homme, Chaim Herman, et par un long travail d'enquête de Karen Tayeb, sur lequel je n'ai pas trop le temps de revenir, on a pu réattribuer cette lettre non pas à Chaim Herman, mais à Hersch Strassvogel, qui est un autre déporté du convoi 49, et cette lettre a finalement été réattribuée. Et comme c'est une lettre très importante qui parle de tous les déportés du convoi 49 dont faisaient partie mes deux grands-parents, il était absolument fondamental que j'en fasse mention. Voilà, je suis un petit peu long, mais c'est pour vous montrer que d'abord, la Shoah se cache dans les détails, et mon livre en particulier, tout littéraire qu'il soit, c'est aussi et avant tout un livre d'histoire, et donc il était absolument fondamental que je fasse cette deuxième édition pour changer le texte et rendre hommage à tous ces collègues qui m'ont permis de rectifier des lacunes et aussi bien sûr des erreurs. Alors il y a un point qui est tout à fait fondamental dans votre démarche à la fois, qui est donc associée à la fois histoire, sciences humaines et littérature, une notion essentielle pour Aurélie, pour Dominique Viard, c'est le rapport de l'auteur à la fiction. Vous, Yvan Jablonka, de multiples fois dans votre ouvrage et dans les interviews que vous avez pu donner, les entretiens à propos de cet ouvrage, vous répétez « je m'interdis tout recours à la fiction », notamment pour imaginer, je ne sais pas, les sentiments que peuvent ressentir, qu'auraient pu ressentir vos grands-parents au moment de l'arrestation ou autre. Et quand on regarde bien, alors de temps en temps, vous utilisez la fiction quand même, mais de façon assumée et démasquée, je dirais, c'est-à-dire vous émettez des hypothèses. C'est pas tout à fait
on va dire que c'est pas un recours à la fiction aux dépens de l'auteur, aux dépens du lecteur, puisque là on voit bien que vous dites est-ce que ça a pu se passer comme ceci, est-ce que ça aurait pu être comme cela, et notamment vous vous interrogez sur l'éventuelle appartenance de votre grand-père Mathès justement aux Sonderkommando. Cela étant, en lisant de façon très attentive à la fois votre livre et l'étude d'Aurélie Bargenay, je voudrais aussi savoir ce qu'en pense Monsieur Biard après, on voit bien que de temps en temps, vous êtes quand même un peu tenté par ce recours à la fiction, qui peut être, qui peut être quand même ma foi, un levier aussi utile et important pour faire passer un certain nombre de choses, surtout quand on a une démarche d'écrivain. Je crois que la réponse est très simple, c'est qu'il faut faire la distinction entre deux types de fiction. Il y a une fiction que je n'ai jamais pratiquée, c'est la fiction romanesque, qui consisterait à dire Hitler fronça les sourcils, il était furieux des mauvaises nouvelles du front. Bon, ça, c'est de la fiction romanesque, et je ne l'ai jamais faite. Pour mes grands-parents, en gros, ça aurait consisté à écrire, par exemple, le jour se lève sur le 20e arrondissement de Paris, dans l'aube du 25 février 1943, Mathès se réveille, il entend des bruits de bottes, mon Dieu, se dit, bon, ça c'est une fiction qui me fait horreur et je ne l'ai pas pratiquée. En revanche, il y a une autre fiction, pour le coup, que je n'ai pas cessé de pratiquer et qui irrigue toute mon enquête comme elle irrigue toute enquête en sciences sociales, c'est ce que j'ai appelé la fiction de méthode. Et c'est une fiction, comme tu l'as dit très justement, qui se démasque elle-même. C'est une fiction qui se reconnaît comme telle, comme faisant partie du raisonnement. Et d'ailleurs, le raisonnement en histoire n'existerait pas sans certaines fictions de méthode. Et je vais en donner deux qui font partie de mon livre, comme elles font partie de n'importe quel livre d'histoire. La fiction de méthode consiste à imaginer ce qui aurait pu se passer ou qui, selon toute plausibilité, s'est bel et bien passé. On est dans le domaine de la fiction, mais c'est une fiction de méthode, c'est-à-dire que c'est une fiction qui est totalement contrôlée et qui fait partie pleinement du raisonnement historique. Alors, il y a il y a plusieurs fictions de méthode dans mon livre, mais je vais vous donner seulement deux exemples pour vous indiquer comment ça marche. Après 5 ans, 6 ans d'enquête, je ne peux toujours pas dire avec certitude dans quel contexte et avec quel service de police mes grands-parents ont été arrêtés le 25 février 1943. J'ai toujours pas de certitude, j'ai demandé aux meilleurs spécialistes, à mes collègues qui sont les meilleurs spécialistes des services de police et de gendarmerie et des services de sécurité du régime de Vichy à l'hiver 42-43. Ils m'ont aidé à faire des hypothèses, mais il n'y a pas de preuve définitive. Donc ça, j'ai fait un certain nombre d'hypothèses qui sont clairement exposées dans mon livre, mais qui sont encore des fictions de méthode, c'est-à-dire des hypothèses. Il y a 2 ou 3 hypothèses en fonction des services de police, de gendarmerie et du commissariat aux questions juives, mais il n'y a toujours pas de certitude. Voilà une fiction de méthode, c'est-à-dire un certain nombre d'hypothèses moulées dans la bibliographie existante et dans les archives, mais ce sont toujours en quelque sorte des hypothèses, donc des fictions. Et la deuxième fiction de méthode à laquelle j'ai eu recours, c'est pour la mort de mon grand-père. On ne sait toujours pas exactement comment il est mort. Est-ce qu'il est mort parce qu'il a été exécuté, sachant que le Sonderkommando était périodiquement liquidé, enfin renouvelé on va dire? Est-ce qu'il a été exécuté? Est-ce qu'il est mort de froid, de maladie, de faim? Est-ce qu'il s'est suicidé? Est-ce qu'il a essayé de s'échapper, qu'il a été rattrapé et exécuté? Est-ce qu'il a été liquidé en octobre-novembre 1944 en même temps que Hersch, Strasvogel et tous les camarades du Sonderkommando au moment où, pour les nazis, la guerre est perdue et donc ils exécutent les membres du Sonderkommando? On ne sait pas. J'ai évoqué et étudié toutes ces hypothèses. Ce sont des fictions de méthode. Donc ce n'est pas le délire d'un romancier comme Little, par exemple. C'est une fiction de méthode froidement étudiée par un historien. Et vous voyez que là encore, on n'est pas exactement dans une certitude absolue. Ce sont des hypothèses qui font partie donc du raisonnement. Et à cet égard, ce sont en tant que telles des fictions qu'il faut accepter comme telles, mais complètement désamorcées. En fait, cette façon de procéder peut se décliner en plusieurs
pratique. Il y a une pratique qui relève de la rhétorique, finalement, qu'on appelle la prétérition. J'en ai un exemple sous les yeux. C'est lorsque Ivan décrit la fuite de Mathès de Pologne pour échapper au pogrom. Et voici ce que ça donne. « J'ignore dans quel tortillard bondé, quel express Mathès attrape ensuite, quelle gare déserte ou pleine de paysans il traverse, quels inconnus il croise, au cours de quelle tribulation. Je ne sais rien des ruelles où il se faufile la nuit, aux aguets, dans son costume fripé. » Et donc, vous avez remarqué qu'à la fois, il y a « j'ignore, je ne sais rien », mais qu'en même temps, il y a une figuration qui est donnée quand même de cette fuite. Là, je trouve que c'est un geste éminemment littéraire, parce qu'on le voit quand même avec son costume fripé, on le voit se faufiler, on voit tout ce qu'on ne sait pas. Donc là, le travail de la littérature permet de combler les vides de la documentation historique. Ça, c'est la première technique, qui est éminemment littéraire, de fait, et à laquelle consent l'écrivain, fût-il historien. Et puis, il y a une deuxième technique qui me semble très intéressante, parce qu'on la retrouve dans la plupart des récits de filiation, et aussi des littératures de terrain, c'est que la littérature devient une sorte de partenaire d'intellection des phénomènes que l'on tente de décrire. Et dans ce cas-là, que se passe-t-il ? Eh bien, on va chercher dans la littérature des modèles pour se représenter ce que, par ailleurs, on ne peut pas concevoir. Alors, on se refuse à l'imaginer et à en donner une représentation dans le sens fort du terme, mais on en procure une figuration qui est empruntée à la littérature. Et il y a des passages comme ça sur la description du passage de Patoria qui, visiblement, se nourrissent aussi du travail de Pérec et de Baubert sur la rue Villain. Il y a des passages de circulation dans Paris qui ne sont pas sans faire écho à Modiano. Et l'exemple que je peux vous donner pour être plus précis, je l'emprunte non pas à la littérature mais à la peinture. Et ce qui était frappant, c'est qu'on la retrouve exactement dans les mêmes termes dans les œuvres inaugurale de Pierre Michon que j'évoquais tout à l'heure, c'est lorsque Ivan tente de se représenter le père de Mathès, il écrit « Je me figure », et vous avez justement le verbe « se figurer » qui montre bien qu'il s'agit d'une figuration, c'est-à-dire une sorte de représentation subjective et un peu aléatoire, incertaine. « Je me figure Schloimé comme un vieillard nimbé de lumière, à la manière de Rembrandt, mais peut-être est-il sourdingue et puant. » Et donc, à la manière de Rembrandt, nous permet de voir cette figure qu'on voit dans les tableaux de Rembrandt, où il y a par moments un saint ou un père de l'Église qui est dans l'ombre d'une encoignure de fenêtre. Et d'un seul coup, cette figure de Schloimé, dont on n'a absolument aucune image, devient présente dans le texte. Et donc là, cet appel à la littérature, cet appel à la photographie, ailleurs, ce sont des appels à des dessins ou à des photographes, permet de nourrir un récit qui, sans cela, resterait un peu béant, avec des trous, avec des manques et des incertitudes. Et c'est là que cette rencontre entre la littérature et les sciences sociales, dans la forme même que le texte prend, me paraît particulièrement féconde. C'est drôle quand même que Ivan Jablonka ait tout de suite dit « c'est très simple ». La fiction, c'est très simple. Moi, j'aurais dit tout de suite « c'est compliqué ». Non, c'est compliqué. Alors, je ne vais pas expliquer pourquoi c'est compliqué, mais il faut savoir que on a l'air amis et proches et de se comprendre, mais en réalité, on n'a pas tout à fait la même utilisation des termes, on n'a pas tout à fait le même langage. On est des disciplines amies, l'histoire et la littérature, mais on n'a pas tout à fait le même vocabulaire, le même lexique, et on n'a pas non plus tout à fait la même façon de l'utiliser. Pire, entre littéraires, il y a parfois aussi des différences. Alors, Dominique et moi, moi je suis dans le camp Dominique Viard, donc moi je pense qu'il y a une porosité entre la réalité et la fiction, que c'est pas simple justement. Il n'y a pas la littérature d'un côté, il n'y a pas la réalité d'un côté et la fiction de l'autre. Et puis, juste ajouter mon regard sur cette question, la fiction dans Histoire des grands-parents, je n'ai pas eu. Moi, ce qui m'a frappé, c'est comment Ivan a besoin de se positionner contre la fiction. C'est indispensable à son projet. Il a besoin de se différencier d'un grand nombre de littératures. Et puis, progressivement, il y a comme une forme d'aventure
il décrit une sorte d'aventure avec la fiction et la littérature. Parce que, quand même, au fur et à mesure, il utilise la littérature. Il le dit d'ailleurs. Quand je peux m'appuyer sur Primo Levi, sur Roger Icor, sur Pérec, je peux m'appuyer sur des écrivains témoins ou des écrivains tout court. Il le dit qu'il le fait. Et puis, une fois qu'il a beaucoup expliqué qu'il ne va pas faire de la fiction débridée, du romanesque pur, je pense qu'il est plus libre. Vous avez senti que Yvan est quelqu'un, je crois, qui veut être libre, qui veut faire ce qu'il a envie de faire, raconter comme il a envie de raconter. Et voilà, je pense que vers la fin, il n'y a pas de bascule dans la fiction, mais les choses qu'il avait à dire sur la fiction ont été dites, et il peut peut-être, encore une fois, non pas faire de la fiction, mais arrêter d'expliquer ce qu'il est en train de faire et le faire un peu plus clairement. C'est-à-dire, quand il imagine, c'est un terme compliqué, quand il essaye de comprendre ce qui se passe dans la tête de son grand-père, on comprend bien qu'il ne joue pas à être son grand-père, que ça ne l'amuse pas. Donc c'est pas choquant. Mais il essaye quand même de se figurer ce que ça peut être. Et surtout, il a envie qu'on essaye avec lui de se le figurer. C'est là l'originalité de sa démarche. En fait, je crois que pour que les choses soient très claires et lever les ambiguïtés du terme de fiction, il faut qu'on réfléchisse à ce que ce terme peut signifier. S'il s'agit de production purement imaginaire, alors oui, évidemment, c'est condamnable. C'est d'autant plus condamnable que dans ce cas-là, la fiction peut même tourner à la falsification. Pensez à Wilkomirski, par exemple, ou à des textes qui inventent véritablement avoir été... des figures qui inventent avoir été déportées ou etc. Donc là, on est effectivement dans de la condamnation qui est à la fois une condamnation finalement éthique, morale, mais aussi historique et esthétique, bien évidemment. Mais la fiction, c'est aussi autre chose. Et je voudrais pour ça rappeler une formule de Lacan qui dit « tout sujet s'appréhende dans une ligne de fiction ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun d'entre nous a une espèce de figuration de sa propre existence, de sa propre vie. Et si j'interroge l'un d'entre vous ici pour vous demander de me raconter sa vie, vous allez produire un récit, mais si j'interroge votre compagne, vos parents, vos enfants, vos voisins, vos amis, le récit qu'ils feront de votre propre vie sera forcément différent. Et donc chacun a une sorte de représentation qui est éminemment subjective en fait de sa vie. Et donc ça nous permet de faire la différence entre la fiction en tant qu'elle est une production de l'imagination, avec sa dérive de falsification possible, et la fiction en tant qu'elle est simplement une modalité de figuration. Et je crois qu'il faut bien distinguer ça. Il y a d'un côté la figuration et de l'autre côté la falsification. On n'est pas du tout dans les mêmes régimes, ni dans les mêmes registres. Et c'est des choses, il faut avoir présent ça à l'esprit, qui se retrouvent avec le terme d'invention. Quand on dit qu'on invente quelque chose, on a forcément le sentiment qu'on a une production purement imaginaire. Mais le terme d'invention a une autre signification dans l'espace juridique. Ça signifie désenfouir, faire apparaître, mettre au jour. Si vous découvrez un trésor dans votre jardin, on dit en termes juridiques que vous avez inventé ce trésor. Et donc il y a une part d'invention qui relève de ce travail qui consiste à désenfouir des choses qui sont inconnues, à faire apparaître des traces, et donc à partir de ces traces, à pouvoir reconstituer quelque chose. Et c'est le troisième terme sur lequel je voudrais insister, c'est le terme de restitution. Il me semble que le travail que fait Yvan Jablonka et les autres écrivains sur lesquels travaille Aurélie et sur lesquels je travaille moi-même relève d'une forme d'éthique de la restitution. Une éthique pour toutes les raisons qu'on a dites, c'est-à-dire qu'il s'agit de ne pas tricher. Et dans les corrections qu'évoquait Yvan à l'instant dans cette nouvelle édition, on voit bien ce scrupule qui s'exerce. Mais cette restitution, il faut l'entendre aussi dans l'autre sens du terme. Quand je restitue un objet qui m'a été prêté, quand je le rends à quelqu'un, eh bien, voilà, je rends quelque chose que j'ai reçu. Eh bien, dans ce geste-là, il y a le fait de restituer une dignité à ces grands-parents et à ces autres juifs qui ont été considérés comme des gens qui n'en avaient pas, et que, justement, à cause de cela, on pouvait exterminer. Donc leur restituer une dignité en restituant leur trajet, en restituant leur vie,
largement autant que leur mort, cette mort que l'on sait mais qu'on ne connaît pas en fait. On sait qu'ils sont morts mais on ne connaît pas la manière dont cela s'est passé. Et donc le geste de restitution me semble ici relever effectivement d'une démarche qui, en plus de la démarche historienne proprement dite, et littéraire, comme on cherche à le dire Aurélie et moi depuis tout à l'heure, est aussi une démarche profondément éthique. Et je crois que c'est extrêmement important. Vous parlez, Dominique Viard, de double restitution d'ailleurs, pour qualifier ces filiations. Ouais. Yvan Jablonka, par rapport à ce rapport à la fiction, il y a un petit épisode de votre livre qui m'a beaucoup touchée, entre beaucoup d'autres évidemment, mais celui-ci m'a même presque fait sourire, ce qui n'est pas la moindre des choses quand on évoque ce genre de sujet. C'est vous vous demandez dans quelle mesure votre grand-père, une fois arrivé à Paris, donc quand il quitte la Pologne en 1937, si je ne me trompe pas, il arrive à Paris, dans quelle mesure il continue de militer, il continue vraiment ses activités de communiste militant. Vous n'en avez pas la preuve, mais vous en avez la conviction, on va dire, et vous allez voir une ancienne résistante et vous lui posez la question. Vous lui dites, enfin, bien sûr qu'il a forcément continué à militer. Elle vous envoie bouler, on peut dire ça, non? Elle vous dit, enfin, mais qu'est-ce que vous en savez? Oui, c'est une anecdote que je raconte. Effectivement, j'étais plein d'idées préconçues, plein d'imagination, et d'une certaine manière, on doit lutter contre notre imagination foisonnante, ou du moins, on doit la canaliser. Et effectivement, je suis allé voir cette vieille dame, ancienne résistante, communiste, et je lui ai dit, mais alors je comprends pas, je répète ce que tu dis, mais voilà, je lui ai dit, mais pour moi, il est évident que il continue de militer. Pour lui, le communisme, la grande révolution à l'Est, c'est toute sa vie. Donc c'est là qu'elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous en savez? Et puis, alors comme j'ai été un peu interdit, elle m'a dit, non mais oui, mais bien sûr, oui, évidemment qu'il a continué à militer, évidemment. Et ça reste une incertitude, parce qu'on pourrait parfaitement considérer qu'au contraire, il a voulu se ranger. Il arrive à Paris à la fin des années 30, il n'a pas de papier, ils sont dans ma grand-mère tombe enceinte très rapidement, ils sont dans une situation catastrophique. Donc, au contraire, on peut imaginer qu'ils s'arrêtent complètement, qu'ils se rangent et qu'ils arrêtent de militer. Et ensuite, ça pose des questions importantes quand la guerre arrive et que le régime de Vichy s'installe, parce que le militantisme, ça pouvait vouloir dire la résistance. Le militantisme communiste, ça pouvait donc communiquer avec des réseaux de résistance. Et puis aussi, de manière très importante, le militantisme communiste pouvait aussi donner aux Juifs un certain nombre d'informations sur ce qui se passait à l'Est. Et on peut imaginer que mes grands-parents savaient parfaitement ce qui se passait à l'Est, d'abord parce qu'il n'y avait plus du tout aucune nouvelle, ou en tout cas que des mauvaises nouvelles qui arrivaient de leur petit shtetl. Donc déjà, en 1942, toutes les communautés juives d'Ukraine, de Pologne occupée, de Biélorussie ont déjà été massacrées. Donc ça veut dire les propres parents et proches de mes grands-parents. Et puis ensuite, c'est très important de savoir ce qu'ils savaient quand ils ont été déportés à leur tour en février 1943. Car, et là je crois qu'on arrive au cœur de mon livre, mes grands-parents ont décidé de laisser derrière eux leurs propres enfants, mon père et ma tante. Et je vous pose la question, si vous avez des enfants et des petits-enfants, que faudrait-il pour que, à la veille d'un départ, vous laissiez derrière vous vos enfants ou petits-enfants en bas âge? Et c'est très exactement ce qui s'est passé dans le cas de mes grands-parents, puisqu'ils quittent Paris vers une destination inconnue le 2 mars 1943, et ils savent que leurs enfants restent derrière eux. Bon. Que faut-il, que devaient-ils savoir pour prendre cette décision terrible, qui est une décision salvatrice pour mon père et sa sœur, qui est aussi évidemment le drame dans le drame, la tragédie dans la tragédie, et sans doute aussi la tragédie de mon père. Et je crois que l'unique réponse à cette question, c'est qu'ils savaient ce qui les attendait. Ils savaient que, alors ils ne savaient peut-être pas comment fonctionnaient les chambres à gaz ultramodernes de Birkenau, mais enfin ils savaient très bien qu'ils risquaient très probablement leur vie, et c'est pour ça qu'ils ont, entre guillemets, abandonné leurs enfants. Et donc vous voyez que cette circulation des informations et donc la question du militantisme communiste
communiste a évidemment une importance capitale, puisque d'une certaine manière, tout est relié par ces ramifications tragiques qui constituent tout simplement l'étoffe de la Shoah. Ce qui est intéressant dans ce que vient de dire Yvan, c'est qu'on voit le double régime de la première personne de l'écriture. Une des caractéristiques de ce type d'ouvrage, c'est qu'ils sont écrits à la première personne. Et ça aussi, c'est assez différent par rapport aux ouvrages historiques traditionnels qui s'écrivent à la troisième personne, où l'auteur, qui était l'historien, s'absente du livre et raconte les événements, mais sans véritablement s'y impliquer. Donc là, il y a une première implication qui est celle de l'écriture à la première personne, mais il y en a une deuxième que vous venez d'entendre, c'est la projection du sujet dans l'existence qu'il est en train de restituer, et qui lui permet, le raisonnement, vous venez de l'avoir dans l'oreille à l'instant, qui lui permet de se figurer un certain nombre de décisions, de réflexions. Évidemment, les réflexions des gens, on n'en a jamais la trace, sauf si elles ont été écrites, ce qui est quand même très très rare, si elles ont été prononcées à haute voix devant des témoins qui les rapportent, ce qui est aussi très rare. Mais la projection de soi dans l'individu qu'on est en train de restituer permet de retrouver les réflexions et les pensées qui très certainement furent les siennes. Et donc là, il y a un deuxième geste d'implication de l'auteur dans son travail, ce qui est aussi l'une des caractéristiques de ce type de texte. Yvan, une dernière question avant de passer le micro à la salle. Pour rebondir sur ce que disait Dominique tout à l'heure, Aurélie aussi, évidemment, et vous, il y a quelques instants, la figure de votre père est absolument centrale aussi dans ce livre. D'ailleurs, au départ, vous le disiez, c'était vers votre père que vous tourniez et que vous pensiez écrire. Ce père qui est le premier descendant de cette histoire, pour reprendre l'expression d'Henri Bargenet, ce père que vous amenez avec vous, un jour, vous le racontez dans une salle de lecture des archives de Paris. Je crois que c'est là qu'il oublie sa carte d'identité. Hein. On se demande comme si ce n'est pas un peu un acte manqué. Et finalement, tous les deux, vous ouvrez un dossier et vous retrouvez le chemin d'emprisonnement de Mathès, votre grand-père, qui a été à la Santé, puis à Fresnes, avant d'être déporté. Et vous écrivez ceci: « Je crois que je suis devenu historien pour faire un jour cette découverte. La distinction entre nos histoires de famille et ce qu'on voudrait appeler l'histoire, avec sa pompeuse majuscule, n'a aucun sens. C'est rigoureusement la même chose. » Alors, en quoi est-ce rigoureusement la même chose, et en quoi entreprendre ce genre de démarche induit une responsabilité particulière, individuelle, intime, personnelle du fils par rapport à son père, qui est quand même forcément très bouleversante pour lui et pour vous. Oui, c'est une enquête qu'on a fait ensemble, on l'a faite main dans la main, si je puis dire, et puis il y a un moment, c'est moi qui ai écrit, parce que voilà, c'était à moi d'écrire. Il m'a beaucoup aidé, d'une certaine manière, il a été co-enquêteur, et c'est vrai que quand j'ai trouvé cette archive à laquelle tu faisais référence, je l'ai immédiatement appelé, je lui ai dit viens immédiatement, il y a un gros truc, bon, et ça s'est fait de cette manière. En même temps, je voudrais faire une réponse un petit peu en forme de boutade, c'est que j'ai eu 4 grands-parents en tout. Pas simplement 2. La différence, il y a eu une différence entre les 4 grands-parents que j'ai eus, c'est qu'il y en a 2 qui sont morts pendant la guerre et 2 qui ont survécu. Et il se trouve que, comme mon père lui-même le dit, il y a les grands-parents que j'ai pas eus et il y a les grands-parents que j'ai eus. Et souvent, ça fait quelques années que mon père, il parle de ses beaux-parents, vous avez bien compris, ça fait plusieurs années que mon père me dit tu devrais écrire un livre qui s'appellerait « Histoire des grands-parents que j'ai eus ». Où je raconterai effectivement une histoire très importante, passionnante, l'histoire des grands-parents que j'ai eus, c'est-à-dire les 2 parents de ma mère, tout aussi juifs que nous tous, et qui, eux, ont traversé Paris avec une étoile sur la poitrine, qui ont traversé la guerre avec une étoile sur la poitrine, et qui, par miracle, ont survécu. Alors donc ces 2 grands-parents que j'ai eus, que j'ai parfaitement connus, que j'ai beaucoup interrogés, et quand je demandais à ma grand-mère, mais quand même c'est dingue, comment ça se fait, il y avait des rafles partout, la rafle du Veldiv, bon bref,
comment ça se fait que tu es passé à travers tout ça, comment tu as eu la vie sauve. Bon. Et ma grand-mère me répondait avec le bon sens presque paysan qui était le sien, elle me répondait, c'est grâce à ma bonne étoile. Bon, alors je vous laisse réfléchir sur la poésie qui lui est propre. Alors quand elle répondait c'est ma bonne étoile, mon père disait elle a vraiment rien compris. Bon bref, je ne voudrais pas trop vous faire entrer dans l'intimité de ma famille. En tout cas, ce qui est intéressant, et je voudrais terminer là-dessus, c'est que j'ai eu 4 grands-parents et il y a autant d'histoires qu'il y a eu d'individus, tout particulièrement pendant l'occupation. Et d'une certaine manière, c'est pour ça qu'on voit à quel point la Shoah, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 jusqu'à au-delà même évidemment des 6 millions de morts. Hein, au-delà même de ces 6 millions de morts, il y a évidemment des familles, des survivants, et tous ces survivants, enfants Shoah comme je les ai appelés, non témoins comme Aurélie Bargenet les a qualifiés, et c'est ça évidemment qui fait une histoire collective. Et c'est pourquoi évidemment il n'y a aucune différence entre nos histoires de famille et l'histoire majuscule avec cette pompeuse majuscule que je n'utilise jamais. Alors, le micro est à disposition. Il y a 2 micros. Il y a monsieur là-bas. Le micro va arriver. 2 micros, voilà. Oui, j'ai lu votre livre avec beaucoup d'intérêt et d'émotion aussi. Mais il m'est resté quelques questions, alors si je suis venu pour les éclaircir. Votre grand-père et ses frères n'ont pas fait l'armée. Et je me demande comment ils n'ont pas fait l'armée. Parce que mon père est rentré de France pour faire l'armée polonaise. Donc c'est resté un mystère pour moi. Comment ils ont fait pour ne pas faire l'armée? C'était la première question. La seconde question, vous dites souvent, mon grand-père était communiste, n'était pas juif. Hein, je crois que ça revient. Et il reste communiste jusqu'au bout. Je crois qu'à un moment, vous dites que votre père, petit enfant, est circoncis. Je me dis, tiens, quand même, c'est bizarre. Alors, est-ce que vos proches argentins communistes, ils circoncisent aussi leurs enfants? C'est resté comme un point d'interrogation, quoi, je veux dire. Puisque vous dites qu'ils ne sont pas revenus, ils ont pas quitté le communisme. L'autre question, c'est donc on a affaire à des communistes qui quittent la Pologne, ils ont l'Union soviétique à côté et ils vont en Argentine ou en France. Donc ça aussi, ça demande... Alors je crois qu'on ne les attend pas là-bas. S'ils vont là-bas, ça va mal se passer. Alors s'ils le savent, ils restent quand même communistes. Enfin, vous voyez, ce sont des choses que j'aurais aimé que vous éclairiez. Merci pour ces magnifiques questions et d'une certaine manière, je vais vous faire une réponse décevante. C'est que moi aussi, j'aimerais bien savoir. Et vous posez autant de questions qui restent pour moi en quelque sorte des mystères. Et ça montre bien que l'histoire est toujours en cours. Alors, pourquoi mon grand-père n'a pas fait l'armée en Pologne, hein, bien sûr, puisqu'il s'est engagé ensuite volontairement en 1939 en France. Pourquoi il n'a pas fait l'armée en Pologne, j'en sais rien. Soit il a réussi à échapper à la conscription, soit il voulait pas de juifs ou de communistes, soit il était déjà en prison. Moi, je pense qu'il était déjà en prison en tant que communiste, et comme à l'époque, c'était considéré comme un crime d'État d'être communiste, ils étaient quasiment traités comme des terroristes d'État. Je pense qu'il ne voulait pas de lui dans l'armée nationale. Hein. Mais je n'ai aucune... Mais j'ai aucune certitude, et vous voyez bien que c'est ça aussi l'histoire, c'est avouer ses doutes, ses incertitudes, et c'est ce que je fais. Alors, quant au judaïsme dans ma famille, alors là, je pourrais aussi écrire un autre livre sur les contradictions du judaïsme dans ma famille, mais ça, je pense que je ne suis pas le seul à vivre ces contradictions. C'est on est juif et on dit qu'on n'est pas juif, on est juif jusqu'à la mort, mais en même temps, on est agacé quand on dit de nous qu'on est juif. On se veut plus communiste ou plus sioniste dans d'autres familles que juif, et en même temps on sait très bien qu'on est intégralement juif. Comme dit mon propre père, je me sens pas juif, mais les rabbins et les nazis considèrent que je suis juif. Enfin bon, vous voyez ce genre de blagues qui sont en même temps des choses très profondes. Donc j'ai envie de vous dire, j'en sais rien, effectivement. Mathès se disait communiste et sans doute il se considérait beaucoup plus communiste que juif, et pour autant il a tenu à faire circoncire son fils.
Il y a un certain nombre de correspondances en yiddish qui m'ont été traduites et je vois que quand ma tante en 1939 et mon père en 1940 naissent, ils ont à la fois un prénom en yiddish et un prénom français. Là encore, c'est quelque chose de très... qui est à la fois contradictoire, mais qui montre la volonté de ces juifs sans papier à qui il reste quelques années à vivre, leur volonté d'intégrer leurs enfants et d'une certaine manière peut-être de leur donner le destin de bons Français qu'ils n'auront pas. Mais vous voyez que toutes ces questions sont des vraies questions qui sont profondément historiennes et auxquelles je n'ai pas vraiment de réponse. C'est pour ça que je vous remercie de les poser. Et pour l'Union soviétique, pourquoi ils n'ont pas été? Ils ont été en Argentine, en communiste. Dans la famille, certains sont partis en Union soviétique, d'autres en Argentine. Quant à mes grands-parents, on peut penser qu'ils voulaient aller à Paris par admiration pour la France qui avait fait plusieurs révolutions depuis 1789. Comme vous le savez, il y avait une très grande fascination pour les Juifs de Stettel, une grande fascination pour la France et son histoire révolutionnaire et émancipatrice pour les Juifs. Est-ce qu'ils sont allés à Paris parce que c'était Paris et qu'ils étaient attachés à la France, ou est-ce que Paris était une étape avant l'Argentine, pays où étaient déjà un frère et une sœur de mon grand-père, et qu'ils ont été coincés par la guerre qui a éclaté et qui sont donc restés en France? J'en sais rien, mais c'est possible. Les deux, on peut imaginer les deux hypothèses. Voilà. Alors est-ce qu'il y a d'autres questions, madame? Tout d'abord, un grand merci à vous quatre pour cette conférence qui était absolument passionnante et sur divers plans. J'ai une question parce que je vous ai trouvé assez dur, si je peux me permettre, quand vous parliez d'échec par rapport à au travail réalisé et jusqu'où vous aviez pu aller. Et en même temps, quand j'entendais votre conclusion sur le lien entre la grande histoire et la petite histoire, je me demande comment vous relativisez cet échec par rapport à toutes nos histoires à nous qu'on n'a pas et que finalement la vôtre permet de faire vivre la nôtre à travers la vôtre, premièrement. Et deuxièmement, comment ça s'inscrit pour votre propre filiation? Vous avez parlé de vos filles, mais au-delà de vos filles, il restera toujours cet ouvrage et ce qu'il dira, parce qu'un livre, c'est toujours à la fois ce qu'il en dit et par définition tout ce qu'il ne dit pas, parce que quand on choisit des histoires, comme vous l'avez dit dans la subjectivité, on choisit des événements, donc ça ne sera jamais complètement exhaustif. Il manquera toujours des choses, même quand on a toutes les informations. Bon, c'est gentil de me consoler. C'est vrai que, effectivement, ce livre, il a le mérite d'exister. J'ai fait ce que j'ai pu. J'aurais pu mieux faire. J'aurais pu trouver davantage. Bon, voilà, ça, il existe. Et je suis surtout très heureux de voir comment il a été reçu. Je suis toujours très ému de l'accueil qui est fait à ce livre. Je reçois encore aujourd'hui un courrier des lecteurs à travers des mails, des lettres, parce que beaucoup de gens que j'appelle la grande famille me disent en substance « je ne savais rien sur mes grands-parents, sur mes parents, sur ma mère, et grâce à vous, etc. etc. » J'en suis très fier. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont je suis très fier. Et là, pour le coup, j'ai fait le job et je suis vraiment très fier d'avoir apporté ce livre à tous ceux qui, comme moi, comme nous, ne savaient pas grand-chose. C'est un des très rares livres des très rares livres que j'ai écrits pour lesquels j'accepte les invitations dans les collèges, les lycées. Je ne le fais pas pour les autres parce que j'estime que je n'ai pas grand-chose à dire de plus que ces livres. Mais quand on m'invite dans les collèges, lycées, prépa pour parler de ce livre, j'accepte parce que je me souviens de tous ces anciens déportés, rescapés qui ont passé leurs années, leurs décennies, les décennies qui leur restaient à vivre, à témoigner dans les lycées. Et je le fais parce que voilà, j'ai envie de faire comme eux. Et ça me permet de répondre à votre question sur cette haute génération. D'une certaine manière, ça va continuer. Je me suis beaucoup dit, est-ce qu'il ne faudrait pas que ça s'arrête? Est-ce qu'il ne faudrait pas libérer les jeunes générations de cette malédiction, de ce malheur, de cette tragédie? Et puis, au fond, la question est dans la réponse. Non. Après tout, ça appartient à nos enfants, à nos petits-enfants, et ça doit continuer pour des raisons éthiques, familiales, morales, politiques. Il faut que ça continue. Donc, je n'aurais été qu'un des chaînons
à travers lesquels cette histoire se perpétuera et se perpétuera à travers tous ces non-témoins que Aurélie Barjonnet a avec tellement de brio à étudier. Et justement, son livre auquel je voudrais rendre hommage montre bien que cette histoire se poursuit, mais avec un autre vocabulaire, une autre mémoire, une autre littérature que nous sommes tous collectivement en train d'inventer. J'ajoute un petit grain de sel, si vous me permettez, madame, parce que ce que vous dites vaut pour, je dirais, les récits de filiation en général. Alors, bien évidemment, en particulier pour ceux qui concernent la Shoah, et j'imagine que votre présence ici en témoigne. Mais j'ai eu la même expérience avec Annie Ernaux, et je me souviens d'un entretien que nous faisions tous les deux, c'était à Clermont-Ferrand il y a quelques années. C'était dans une salle qui était absolument comble. Et puis, à la fin de notre entretien, je donne la parole à la salle. Et plusieurs personnes se sont levées, jamais pour poser des questions, mais toujours pour la remercier d'avoir écrit ce qu'elle avait écrit, parce qu'ils se sont reconnus dedans, parce que leur propre histoire, leur propre famille, les propres événements, je pense ici évidemment au titre de son livre sur l'avortement, faisaient écho à des histoires personnelles. Et elle les avait mis en mots, elle les avait portés au papier, elle leur avait donné une existence autre, justement. Et il me semble que c'est quelque chose qui est très très net dans la forme des récits de filiation, que finalement chacune de nos familles, chacune de nos histoires peut se projeter, se retrouver dans celle qui a été écrite. Et c'est vrai aussi, et ça m'avait frappé également, à propos de récits de filiation qui, pour le coup, sont à l'inverse de celui d'Yvan. Je pense ici à un livre de Michel Séonnet qui s'appelle La marque du père, et qui commence de manière assez étonnante. Michel, enfant, fait un pique-nique avec son père, s'amuse à le chatouiller avec une herbe, et s'aperçoit à cette occasion que son père a un tatouage sur le bras. Et lorsqu'il lui demande de quoi il s'agit, son père lui envoie une gifle absolument magistrale, comme seule réponse. Évidemment, ça crée chez l'enfant toutes sortes d'interrogations que l'adulte ensuite développe. Et il comprend que ce tatouage, c'était celui de la Légion Charlemagne, des volontaires français du côté des nazis. Et donc il y a aussi ces récits de filiation qui doivent faire l'épreuve d'un héritage qui, pour le coup, est encore plus lourd et plus difficile à porter, très certainement. On en connaît plusieurs exemples. Et lorsque Michel Séonnet, avec qui j'avais aussi un entretien dans une autre occasion, présentait ça, d'autres personnes qui avaient de tels poids sur les épaules lui étaient aussi reconnaissants d'avoir réussi à le formuler. Et je pense que donc que cette forme littéraire très particulière, si elle a autant d'écho et si elle continue ainsi de se développer dans des espaces d'histoire singulière très très divers, entre la question de la Shoah, les questions sociales, etc. On est dans des mondes bien évidemment très différents les uns des autres, hein, il ne faut pas se le masquer, mais à chaque fois, ça nous parle de nous. Et c'est ce en quoi ça dit notre histoire, non seulement individuelle, mais collective, justement, comme le disait très justement Yvan à l'instant. Bonsoir. Vous venez de parler des générations suivantes et en disant que vous aviez pensé peut-être qu'il fallait s'arrêter à un moment donné. Donc ouf, je fais partie de la 4e, peut-être 3,5, qui s'intéresse à ce qui s'est passé. Vous évoquez le fait que vous vouliez transmettre aussi cette histoire à vos filles. Alors ma première question, c'est comment est-ce qu'elles l'ont reçue? Et vous parlez des collèges, des lycées. Comment est-ce que vous avez le sentiment d'utiliser aussi votre histoire pour lutter contre le négationnisme ou un certain oubli que l'on peut craindre dans nos générations suivantes? Bon, pour le négationnisme, c'est très simple. Le négationnisme, c'est une falsification de l'histoire, d'une manière assez clownesque en fait, comme si c'est à peu près l'équivalent de si quelqu'un disait que la lune est faite en fromage de Roquefort, on ne prendrait pas au sérieux ce genre d'affirmation. Donc le négationnisme ce sont des faussaires un peu clownesques. C'est pas un livre d'histoire comme le mien qui va transformer leur non-pensée. Donc ça, moi je ne m'adresse pas aux négationnistes. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est une autre question. Toute mon énergie, je préfère la donner aux enfants, aux collégiens, aux lycéens, aux élèves de prépa, pour leur raconter d'où je viens, ce que j'ai essayé de faire,
quelle a été mon enquête. Et là, je crois avoir une petite utilité, parce que dans ma génération, d'une certaine manière, on n'est pas non plus si nombreux à l'avoir fait. Alors, Aurélie Barjonnet a beaucoup étudié des écrivains, autrices qui l'ont fait. On n'est pas non plus très nombreux. Donc, quand on me sollicite, soit du côté de la littérature, soit du côté de l'histoire, je le fais vraiment volontiers. Alors, les enfants, les jeunes auxquels je parle ont des questions un petit peu décalées, mais bon, ça fait partie aussi de leur intérêt, parfois de novices ou d'enfants. Par exemple, souvent, on me dit, mais quand vous avez travaillé sur Laetitia, donc Laetitia qui a été tuée à l'âge de 18 ans, est-ce que c'était pas terrible? Est-ce que vous faisiez pas des cauchemars? Et ils ne se doutent pas que c'est beaucoup plus difficile de travailler sur la Shoah et sur un génocide que sur le meurtre terrible, mais singulier, unique et privé d'une jeune femme. Alors, en répondant à ces questions, à leurs questions, j'essaye à la fois de parler de Shoah, d'histoire et de mémoire, et aussi de ce que c'est que l'enquête historienne. Tout ça, pour moi, est tout à fait mêlé. Et voilà, j'essaye d'être utile à ma manière. Alors, quant à mes filles, je vais terminer sur cette anecdote. Un jour, je reçois une lettre de la propre prof d'histoire de ma fille aînée, qui me dit cher monsieur, j'aimerais bien que vous veniez intervenir dans la classe pour parler du livre que vous avez consacré à vos grands-parents. Bon, je comprends que c'est la prof de ma fille, donc le soir même, je dis à ma fille, voilà, j'ai cette lettre, est-ce que ça te dit que... Bon. Elle a éclaté en sanglots en disant je t'interdis, n'en est pas question, vraiment, la honte. Bon. Alors j'ai compris que c'était délicat, finalement je ne l'ai pas fait. Et pourquoi? Alors, je pense qu'elle avait été par ailleurs victime d'antisémitisme dans son collège, donc je pense que ça la mettait mal à l'aise. Mais plus généralement, je pense qu'elle voulait pas que son père mette le pied dans sa classe, ce qui peut aussi se comprendre. Mais vous voyez que c'est un petit peu compliqué. Moi, qui arrivais avec vraiment une grande bonne volonté, ma fille m'a fait comprendre que c'était pas souhaitable. Bon, dont acte. Yvan, vous allez vous plier à l'exercice plaisant, j'espère, de la dédicace. Avec plaisir. Un grand merci à tous les quatre.